Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Survol d'Histoire. La dernière fois nous nous étions quittés avec la description de la France pré-révolutionnaire avec ses trois ordres. On a fait le clergé, maintenant passons à la noblesse. Elle aussi est divisée en deux, payant l'impôt du sang pour protéger le royaume de France à la guerre, elle est aussi exemptée d'impôts sonnantes et trébuchantes. Et c'est justement le fait qu'elle est censée être le bras armé du royaume qui l'a fait appeler la noblesse d'épée. Seulement, avec le temps, l'impôt du sang commence à se faire bien rare, et bien entendu, il n'est pas question de mettre en place des taxes pour contrebalancer ça. Celle-ci vit surtout à Versailles, où elle est censée être tenue en laisse par le roi, les courtisans s'entre-dévorant pour avoir ses faveurs. Et n'omettons pas le fait qu'il faut constamment briller à Versailles, qu'il faut dépenser perpétuellement et sans compter, à tel point que la cour à elle seule suffit à représenter 1% de la dette globale du royaume. Cette fameuse noblesse d'épée n'a que mépris pour la seconde noblesse de France, une noblesse composée juste des plus grands richards du royaume, pétés de thunes au point de s'acheter un titre de noblesse leur permettant notamment d'avoir un rôle dans les hautes instances de justice. Et étant donné que les représentants de la justice sont tous en uniforme, en robe, on l'a appelée la noblesse de robe. Qu'est-ce que c'est que ça? Après, quand je dis les plus gros richards du royaume, je pèse mes mots. C'est vraiment les plus grands richards. Parce que pour vous acheter un titre de noblesse qui vous exempte d'impôts et vous octroie des privilèges, il fallait quand même débourser l'équivalent de 2 fucking millions de boules! Un millionnaire garanti en France à chaque tirage. Venez avec vos rêves. FDJ. C'est ce qu'on appelle communément un plafond de verre. Mais plafond de verre en verre de papa mobile. La noblesse possède également de vastes étendues de terre avec leurs habitants qui, pour rappel, sont nommés seigneuries, dirigées par leur proprio, le seigneur. Mais à propos, en quoi consistaient les fameux privilèges dont disposaient les seigneurs exactement ? Eh bien, les privilèges, c'est tout simplement l'ensemble des paiements que verse la population à son seigneur. Le truc est directement hérité du Moyen-Âge quand même. Alors, ces paiements prenaient bien des formes, et pour bien vous montrer l'énormité de ce truc du Moyen-Âge, je vais vous donner quelques petits exemples bien sympathiques. Tout comme tes ancêtres, les champs que tu cultives ne t'appartiennent pas, il appartient au seigneur. Tu dois donc lui payer la location des terres que tu utilises, le paiement se faisant en fonction de la récolte que tu parviens à faire. Une fois la récolte faite, tu dois utiliser du matos pour en faire ce que tu veux, que ce soit un four, un moulin, un pressoir, et évidemment, tout est au seigneur, il faut donc payer la location de ce matériel. Bah oui, il va quand même pas te le prêter quand même. Mais outre le boulot physique et la partie récolte, sans oublier le pognon que tu lui donnes pour la location des terres, parce que oui, tu lui donnes quand même quelques monnaies sonnantes et trébuchantes, hein. Mais attention, pas de main en main. Non, parce que donner de l'argent directement dans la main de l'autre, du pégu, là, je sais pas, je le sens pas. C'est pas propre, c'est pour ça qu'on a inventé ça. Une jolie petite table avec un tiroir. Le pégu met le pognon dans le tiroir, ferme le tiroir, fait tourner la table jusqu'à ce que le tiroir soit dirigé vers son seigneur. Le seigneur ouvre le tiroir et prend le pognon. Voilà, comme ça c'est plus propre. Ça a donné d'ailleurs l'expression « les dessous de table ». Mais n'oublions pas qu'après tous ces paiements, tu dois lui redonner encore du pognon, cette fois-ci pour qu'il assure ta protection en cas de guerre. Comment ? Cette vie ne te plaît pas ? Tu veux partir ? Mais acquitte-toi donc d'une taxe de départ. Tu es tombé amoureux d'une paysanne qui vit en dehors de la seigneurie ? Bon d'accord, peut-être pas celle-là. Voilà. Eh ben si elle est de l'extérieur, il va encore falloir payer une taxe à ton seigneur. Ben oui, il faut pas déconner quand même. Ah, ça y est, tu as travaillé dur toute ta vie. Tu as réussi à avoir une femme et des enfants. Tu vas pouvoir leur léguer le peu que tu as réussi à mettre de côté. Eh ben non, tu peux pas, car grâce à la taxe de la main morte, la majeure partie de ton héritage reviendra à ton seigneur. Et après, on s'étonne que ça ait pété. Justement, maintenant, penchons-nous sur cette partie de la population. Oui, la grosse victime, là. Tout ce qui ne fait pas partie ni du clergé, ni de la noblesse, fait partie du tiers-état. Et ce tiers-état, c'est juste 96% de la population! Au final, si vous étiez dans le tiers-état pendant l'Ancien Régime, à la fin du mois, il ne vous resterait que 20% de votre salaire, soit 80% de votre boulot qui partirait directement dans les poches d'une caste qui ne lui servirait qu'à se la couler douce.
en toute impunité et sans rendre le moindre compte. Quand on pense qu'aujourd'hui ça sert à financer l'éducation, les pompiers, la police, les hôpitaux et même les aides sociales pour aider la population, faut quand même admettre qu'on a quand même plutôt bien avancé. Et c'est sur cette note positive que se termine cet épisode. La prochaine fois nous pourrons nous pencher sur le tiers-état plus en détail. Ça sera dans le prochain épisode de Survol d'Histoire.